Bonjour et voilà, je vous laisse, vous installer tranquillement pour qu'on puisse, démarrer cette table ronde, à peu près dans les temps qui nous sont, impartis. Merci d'être ici. Je suis Marie-France Chatin, journaliste, à Radio France Internationale et productrice de l'émission, Géopolitique sur RFI, qui est une émission qui est diffusée le samedi et le dimanche à 17h10 en temps universel, 19h10 en heure de Paris. Nous sommes donc à la Maison de l'Amérique latine aujourd'hui pour ces festivités et cette table ronde, va se diviser en 2 parties. Donc vous allez assister en direct à l'enregistrement de Géopolitique avec, un générique, présentation des invités, et cetera. L'émission, va durer, 45 minutes. Donc ça, c'est vraiment un premier temps où nous sommes, avec les invités et Olivier Campagnon qui est l'organisateur de cette table ronde et co-animera cette, émission avec moi. Donc dans un premier temps, c'est vraiment dialogue, entre nous et ensuite, une fois l'émission terminée, on poursuivra, pendant un certain temps, une demi-heure je crois, avec, des questions de la salle. Il y a sûrement des sujets qui auront été, lancés et pour lesquels, voilà, vous souhaiteriez, avoir, un approfondissement. Donc voilà, 2 temps pour cette première table ronde. On va faire donc vous connaîtrez vraiment tous les tenants et les aboutissants d'un enregistrement de radio. On va faire un essai de voix avec les invités. Alors, assez classiquement, je demande le temps qu'il fait à Paris ou bien, les aléas des transports en commun. Chacun répond sur le sujet qu'il souhaite. On va commencer, Camille Guaran. Oui. Oh, pardon. Je peux y aller? Sur les aléas des transports en commun, là, je peux vous dire que je les ai vécus parce que j'ai dû prendre 3 vélos, plus une petite conversation avec la police municipale. Pablo Stefanoni. Oui, j'ai pris les RER, ça marchait très bien aujourd'hui. Ouais, bien. Olivier Campagnon. Il y avait moins de taxis boulevard Raspail qu'hier soir. Il y avait un véritable feu d'artifice. Violetti Braccio. Moi, j'ai pris un bus qui était en retard justement à cause de la grève des taxis, avec madame d'ailleurs, qui est juste en face. David Copello. Moi, j'ai pris la ligne 13, ça s'est très bien passé, contrairement à ce que tout le monde dit toujours sur la ligne 13, qui est très injuste. Voilà, généralement, c'est toujours quelque chose qui vient un petit peu détendre l'atmosphère et c'est toujours, non pas que ce soit nécessaire, mais c'est toujours bienvenu. Voilà, donc je note qu'il est 10h05 et qu'on peut démarrer quand vous le souhaitez. Donc 10h05 et 45, ça fait 10h50. Et 10h15 et 20, 10h20, merci. Et puis 35, voilà, merci infiniment. Je ne sais plus calculer quand... Très bien. Géopolitique. Marie-France Chatin. Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique. Nous sommes à la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris, à l'occasion des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la 12e édition cette année. La Maison de l'Amérique latine est partie prenante de cette initiative qui a pour but de contribuer à enrichir et approfondir la relation entre la France et l'Amérique latine et les Caraïbes, qui organise durant tout ce week-end une série de manifestations. Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous, même si d'Amérique latine il est régulièrement question dans Géopolitique. Regard pour cette table ronde sur la démocratie et les crises politiques que traverse le continent latino-américain. 35 ans après la fin de la guerre froide, l'Amérique latine, qui avait suscité tant d'espoir démocratique dans les années 1990, semble aujourd'hui confrontée à une nouvelle période d'instabilité politique et institutionnelle. Les transitions démocratiques engagées à la chute des dictatures militaires ont permis des avancées notables, alternance politique, élections libres dans la plupart des pays, renforcement de la société civile. Mais ces progrès semblent aujourd'hui fragilisés. Dans plusieurs pays de la région, les institutions sont
sont affaiblies, les libertés reculent et la méfiance envers les partis et les dirigeants est généralisée. Les causes, eh bien, elles sont multiples, corruption endémique, violence, inégalité sociale persistante, essoufflement des modèles de croissance, mais aussi montée en puissance de mouvements populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui remettent parfois en cause les principes mêmes de l'état de droit. Du Venezuela au Nicaragua, du Brésil à l'Argentine, du Pérou au Salvador, la démocratie semble vaciller entre répression, instabilité et autoritarisme rampant. La démocratie latino-américaine est-elle en crise? Est-elle en train de mourir ou de se transformer? Quels sont les leviers de résistance ou de renouveau? J'accueille Olivier Compagnon, qui est le concepteur de cette table ronde et me fait l'honneur de co-animer cette édition de Géopolitique. Olivier Compagnon est professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle, et directeur adjoint du Centre de recherche et de documentation des Amériques. Bonjour. Bonjour. Nos invités pour cette table ronde, Yoleti Bracho, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon, spécialiste du Venezuela, qui a récemment co-dirigé le dossier Rapport ordinaire à la violence d'État au Venezuela, production, résistance, délégitimation dans la revue Cahiers des Amériques. Bonjour. Bonjour. Camille Guaran, professeure de sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle et membre du CREDA, spécialiste du Brésil et des évangéliques en politique, auteur du Parti des travailleurs au Brésil, des luttes sociales aux épreuves du pouvoir, vie militante à Recife aux éditions Cartella. Bonjour. Bonjour. David Copello, maître de conférences en sociologie politique à l'Institut catholique de Paris et chercheur au CREDA, spécialiste de la circulation des idées politiques entre l'Europe et l'Amérique latine, les droits humains armés, guérilla, dictature et démocratie en Argentine, aux presses universitaires de Rennes et là des titres de ses derniers ouvrages. Bonjour. Bonjour. Et Pablo Stefanoni, docteur en histoire et journaliste, rédacteur en chef de la revue Nueva Sociedad, auteur de nombreux ouvrages dont La rébellion est passée à droite, point d'interrogation, dans le laboratoire mondial des contre-cultures et néo-réactionnaires aux éditions La Découverte. Bonjour. Bonjour. La guerre froide a été une période très clivante en Amérique latine, terrain de prédilection de l'antagonisme, c'est un euphémisme entre l'URSS et les États-Unis, particulièrement à Cuba à partir de 1959, mais aussi plus tard dans le Chili d'Allende, puis en Amérique centrale. L'Amérique latine était considérée comme l'arrière-cour des États-Unis. Washington et Moscou s'y sont vraiment fait la guerre. L'URSS s'effondre en 1989. Les années qui suivent font croire au triomphe définitif de la démocratie libérale alors que les dictatures avaient toutes fini par tomber. L'élaboration du grand marché nord-américain réunissant États-Unis, Canada et Mexique laissait envisager une ère nouvelle dans les rapports entre le Nord et le Sud. De grands pays s'affirmaient à l'échelle mondiale, le Brésil en tête. Un cycle démocratique semblait s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il s'est passé qui n'a pas fonctionné, David Copello? Ou bien est-ce que nous nous sommes tout simplement illusionnés? Oui, le terme illusion est peut-être assez bien choisi. Illusion qui consiste à voir l'histoire comme une sorte de grande évolution qui irait dans une grande direction, ce qu'on a appelé le sens de l'histoire, comme si la démocratie allait s'établir partout. Et aujourd'hui, on a peut-être l'illusion inverse, ce serait à discuter. Est-ce qu'on serait en train de glisser dans des ténèbres homogènes partout dans le continent et dans le monde? Ce serait des choses à discuter. Il me semble que si on regarde en fait ce qui s'est passé dans cette région très diverse qu'on appelle l'Amérique latine dans les années 90, on voit qu'il y a eu des mouvements de démocratisation, certes, mais qui n'étaient pas si homogènes que ça. On peut voir aussi, par exemple, le cas du Pérou, qui dans les années 90 a basculé dans une dictature à partir de ce qui a été le prototype de l'auto-coup d'État réalisé par un président élu. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des contrastes. On a aussi des situations de chaos social et de corruption endémique dans des systèmes qui s'étaient démocratisés, comme le montrait le cas du Caracas au début des années 90 au Venezuela, ou le ménémisme, qui était une des versions, disons, de droite du péronisme, qui s'est caractérisé par une très grande corruption à cette époque-là, ce qui était déjà une remise en question du modèle démocratique qui aujourd'hui nous paraît si enchanté. Ménémisme, pardon Olivier, compagnon, je vous laisse la parole ensuite. Ménémisme pour le président Menem, juste pour nos auditeurs qui n'auraient pas
cette connaissance et l'actualité péruvienne. Merci David, je crois que c'est important effectivement d'insister d'emblée sur le fait qu'on est face à une région très hétérogène et il ne va pas falloir confondre les cas. Je me tourne vers vous Camille Guaran. Comment vous réagissez à cette première intervention de David Copello et qu'est-ce que vous avez à dire depuis votre terrain brésilien sur l'érosion de la démocratie justement dans les années les plus récentes? Oui, moi j'ai surtout envie d'insister sur les complexités des trajectoires de la démocratie depuis une quarantaine d'années. De deux façons. D'abord, quand les démocraties ont commencé à être construites à partir, disons, du milieu ou de la fin des années 80, ces passages à la démocratie n'ont pas été dépourvus de limites et de résistance, notamment des militaires, de façon générale des tenants de l'autoritarisme, qui se sont auto-amnistiés, qui ont conçu des constitutions avec des statuts qui laissaient beaucoup de droits et de protection aux forces armées, par exemple. Et puis, si on regarde la période actuelle, on peut dire que effectivement les démocraties sont face à des menaces, mais dans l'autre sens, elles montrent aussi une capacité de résistance, une vitalité préservée ou renouvelée de leur société civile, par exemple. Et pour en arriver au cas du Brésil, sur ces résistances démocratiques, j'ai envie de citer par exemple le fait que, alors que Jair Bolsonaro était au pouvoir et donc qui est vu comme une des figures autoritaires, il est une des figures autoritaires, eh bien pendant l'épidémie de Covid-19, les gouvernements locaux ont pris en main des politiques sanitaires contre les décisions du président de la République, par exemple. Et en ce moment, il y a un procès en cours avec pas mal de généraux qui ont fait donc une tentative de coup d'État il y a 2 ans. Donc tout ça, c'est très complexe, on ne va pas dans un seul sens. Donc, un cas finalement de résilience démocratique au Brésil, et notamment on a tous en tête les images de la tentative de coup d'État au tout début du mandat de Lula et la capacité qu'a eu la démocratie brésilienne à résister à cela. Et évidemment, je me tourne vers vous, Yonetti Bracho. On a un cas radicalement différent au Venezuela où il n'y a évidemment plus de résilience démocratique, mais au contraire, un tournant autoritaire depuis une bonne dizaine d'années qui ne cesse de se confirmer au gré des années. En effet, j'aimerais bien pouvoir en parler justement des résistances qui existent par ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas imaginer que la société vénézuélienne s'est arrêtée en fait de se mobiliser ou de construire des options démocratiques par le bas. Toutefois, c'est clair qu'on est dans un contexte où le tournant autoritaire, c'est même plus un tournant, en fait, c'est une consolidation autoritaire qui s'est achevée au Venezuela. Et en fait, on peut le voir très clairement avec la perspective des élections régionales et parlementaires qui viennent du coup demain. Et pendant cette période, en fait, on voit à nouveau des arrestations des opposants politiques, mais aussi des journalistes, des syndicalistes, etc. Donc, en fait, on est clairement dans un contexte de fermeture démocratique qui pose d'autres challenges très différents. Juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement très bien l'histoire récente du Venezuela, il date de quand ce tournant autoritaire? Quand est-ce que vous l'identifiez clairement dans l'histoire récente du Venezuela? Ça, c'est une question sur laquelle il pourrait y avoir plusieurs discussions, mais en tout cas, depuis mon point de vue, en 2015 arrive le moment où l'Assemblée nationale vénézuélienne a été gagnée par les opposants. Et à ce moment-là, du coup, le gouvernement Maduro ne reconnaît pas cette victoire et installe une Assemblée nationale parallèle, en fait, qui prive en fait la première de ses prérogatives et de son pouvoir. Je pense qu'à ce moment-là, il y a une véritable rupture par cette rupture électorale, mais il y a aussi une rupture par le bas, parce que c'est le moment où le chavisme de gouvernement commence aussi à s'éloigner particulièrement de ce chavisme mouvementiste, en fait, construit par le bas avec les anciennes gauches vénézuéliennes. Et cette rupture, elle est particulièrement importante et pourtant moins visible depuis l'étranger. Alors évidemment, le cas vénézuélien, on pourrait le comparer par exemple à ce qui se passe au Nicaragua aussi depuis de longues années. On le fera peut-être plus tard. Pablo Stefanoni, quelle est votre réaction à cette première partie de la discussion? Oui, je pense que si on monte un peu en généralité, on peut identifier 3 éléments qui se combinent d'une façon assez différente selon les pays, qui sont fragmentation politique, il y a une crise du système politique et des partis, la désaffection, il y a une abstention qui progresse dans toute la région, même par exemple le Chili a dû rétablir les votes obligatoires à cause de la forte abstention. Et la polarisation, ça peut sembler contradictoire, mais il y a une forte fragmentation
au premier tour. Et cela n'a pas sans conséquence parce que les présidents ont désormais des majorités dans le Parlement. Il y a des présidents qui se qualifient pour le deuxième tour avec, par exemple, 15% de voix. Et en même temps, il y a des outsiders partout et des systèmes politiques plus volatiles. Il n'y a pas vraiment des hégémonies comme on les connaissait dans les années 2000. Camille Boiran. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je voudrais ajouter que partout, il me semble que les dynamiques autoritaires sont portées par une personnalisation du pouvoir, par des figures dirigeantes, mais qu'au-delà de ça, ce qui se passe d'un pays à l'autre, quand même, est très variable. On a par exemple, évidemment, là, on vient d'en parler, le cas du Venezuela ou le cas du Nicaragua, où la transformation autoritaire a été progressive autour d'une personnalisation du pouvoir, donc d'abord autour de Chavez puis de Maduro au Venezuela, autour du couple présidentiel au Nicaragua. Aujourd'hui, de plus en plus, on observe une dynamique autoritaire forte qui se consolide au Salvador autour de Bukele. Et donc là, souvent, on oppose une catégorie de droite et une catégorie de gauche, la droite étant du côté du Salvador, avec une focalisation sur les politiques de sécurité et les incarcérations. Et là, dans tous les cas, il y a des suspensions de l'état de droit. Des états carcérales qui se mettent en place. Mais je voudrais différencier ça de ce qui s'est passé ces dernières années au Brésil et en Argentine, parce que dans ces deux pays, on a des figures présidentielles, donc Milei et Lula, qui sont qui disons relèvent des extrêmes droites. Bolsonaro, Milei et Bolsonaro. Oui, pardon, excusez-moi. Donc Milei en Argentine. Et Bolsonaro au Brésil, avec des présidents et leur gouvernement qui détruisent les services publics, qui démantèlent les politiques publiques, qui portent du révisionnisme. Mais l'expression des oppositions reste possible et avec difficulté, on voit aussi dans le cas du Brésil que les alternances sont possibles puisque maintenant c'est Lula qui gouverne. Merci d'avoir évoqué le cas du Salvador de Bukele parce qu'effectivement, c'est un cas qui est tout à fait vertigineux, puisque Bukele fait partie de ces outsiders que vous avez évoqués, qui est le produit de la souveraineté populaire. Il est élu une première fois. Pour aller très vite, il capture la démocratie en l'espace de quelques années, et il est réélu récemment au premier tour avec 84% des suffrages. C'est-à-dire que c'est une érosion démocratique, un tournant autoritaire avec le consentement d'une majorité de la population. Et c'est vrai que je trouve que c'est un cas qui interroge très, très profondément. Camille Boiran, vous avez évoqué l'une des dimensions de cette érosion démocratique, par exemple la casse des services publics, c'est-à-dire la casse d'un État social censé assurer une meilleure inclusion de populations marginales, etc. Et j'en viens là donc à l'identification des grandes causes de cette érosion démocratique. Est-ce que le fait que on ne parvienne pas à lutter durablement contre les inégalités, je rappelle ce grand classique, l'Amérique latine est la région la plus inégalitaire du monde, est-il un facteur décisif pour comprendre cette érosion démocratique aujourd'hui ? Alors, je crois, Olivier Compagnon, que David Copello a assez envie de répondre, ou Yoletti Braccio, c'était Yoletti Braccio. Je rappelle juste pour nos auditeurs que nous sommes à la Maison de l'Amérique latine, table ronde sur la démocratie en Amérique latine. Et vous êtes bien sur géopolitique avec co-animation de cette table ronde, Olivier Compagnon, Marie-France Chatin. Pardon de vous avoir interrompu. Yoletti Braccio. Merci. En fait, non, je voulais juste revenir, avant de parler de ces questions des inégalités, sur justement cette distinction qu'on a tendance à faire sur l'autoritarisme de gauche et l'autoritarisme de droite. Sauf que cette distinction, elle est très artificielle quand on pense concrètement à ce que ces gouvernements font. Et en fait, par exemple, tout ce qui est lié au tournant sécuritaire, à la répression des oppositions, ou encore en fait tout ce qui est lié à des tournants très antipopulaires, en fait, des décisions économiques, en fait, qui cassent finalement les droits des travailleurs, en fait, qui donnent des avantages particulièrement importants aux économies d'importation et en fait et aux grandes fortunes. Tout ça, en fait, relie ces exemples
Maduro d'un côté et Bukele de l'autre côté. Et dans ce sens-là, il me semble que cette distinction gauche et droite, en fait, elle est aussi à discuter, voire à être mise en cause. Et dans ce sens-là, justement, dans cette idée de lutte contre les inégalités, il me semble justement qu'on pourrait dire que il n'y a pas toujours eu de la volonté pour lutter contre ces inégalités. Et c'est ce qui me semble que ces autoritarismes nouveaux démontrent aujourd'hui. Alors, j'ai une petite question en complément de tout ce qui vient d'être dit depuis le début de cette table ronde. C'est un mouvement qui est assez général dans le monde. On n'a pas évoqué du tout la question des ingérences. Est-ce qu'il y a en Amérique latine des ingérences extérieures au moment des rendez-vous électoraux? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je vais peut-être essayer de répondre. David Coppola. Pardon, oui, c'est moi. Sans avoir d'informateurs dans les services secrets des différents services de renseignement internationaux. Je pense que c'est normal dans le cadre où s'affrontent des puissances, des grands États, qu'ils essayent d'intervenir sur les processus électoraux ou peut-être plus politiques et sociaux de manière générale. Mais il me semble que c'est intéressant et important de souligner que voilà, les acteurs politiques latino-américains ont leur propre, on appelle ça l'agentivité en sciences sociales, c'est-à-dire leur capacité à agir, et qu'on n'est pas toujours obligé de plaquer cette idée que c'est les impérialistes qui décident à la place de ceux qui sont à l'intérieur. Il y a des oppositions politiques à l'intérieur des sociétés latino-américaines, entre des secteurs conservateurs, progressistes, réactionnaires, des classes sociales différenciées avec des intérêts opposés, et on peut comprendre le fonctionnement des systèmes politiques à partir de ça. Et ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des tentatives ou réalités d'ingérence, mais on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là, disons. En tout cas, ce n'était pas du tout pour dénigrer les processus, mais c'était juste pour essayer de comprendre si ce qui se passe ailleurs est aussi imposable à l'Amérique latine. Pablo Stefanoni? Je crois que c'est pas très important. Et parce que bien sûr, il y a d'influence. La Chine a une influence très forte, mais je pense que c'est sur le plan surtout économique. Et il y a bien sûr l'influence des États-Unis, mais je pense que les élections ont été assez autonomes et on n'a pas les problèmes dans l'ingérence russe, tout ça. Je pense que ça n'explique pas en tout cas les résultats électoraux. Juste pour Loretti Braccio. par rapport au cas vénézuélien, cette question évidemment a toujours été en place et elle est centrale. Et le fait est que le contexte vénézuélien est particulièrement touché par les décisions économiques et politiques des impérialismes étrangers, entre autres en fait de son insertion dans l'économie mondiale par la vente de pétrole. Donc dans ce sens-là, en fait, il ne s'agit pas d'en faire une variable indépendante qui écrase toutes les autres, mais c'est aussi effectivement de saisir que cette variable reste importante en fait dans le fonctionnement interne de ce pays. David Coppola. Et il me semble qu'une dimension importante dans cette question de l'influence étrangère, on peut l'observer à partir de ce qui s'est passé depuis la seconde élection de Donald Trump, qui constitue, je pense, néanmoins un tournant dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Amérique latine. Pas dans la mesure où Donald Trump agit de manière directe sur des processus, mais dans la mesure où il légitime un certain nombre de gouvernements autoritaires, d'extrême droite, réactionnaires, etc., etc. Il me semble que le cas du président Milei en Argentine est très illustratif, au sens où un président très outsider qui a réussi à se faire élire, tout d'un coup a un allié au poids colossal et incontournable dans la région, ce qui lui permet de, en quelque sorte, consolider son pouvoir au niveau local en étant légitimé par l'extérieur. Oui, je reviens à l'identification des causes de cette érosion démocratique. Les inégalités, peut-être, la corruption qui alimente une défiance croissante envers les élites, la violence, là je pense au cas du Salvador, finalement la capture de la démocratie par Bukele et l'adhésion que la population salvadorienne semble montrer à ce modèle est très lié effectivement au fait qu'il a décidé de traiter la violence endémique au Salvador de manière radicale, brutale, au-delà de l'état de droit, mais on a là une cause effectivement importante du virage autoritaire. Alors comment vous pourriez hiérarchiser ces différents éléments? Qu'est-ce qui vous semble important? La corruption, la violence, les inégalités, d'autres éléments peut-être? Les États Loretti Braccio. Pour moi, la question de la violence est très importante, notamment dans le fait que les États sont des acteurs aussi producteurs de ces violences. En fait, finalement, on a tendance en fait à penser la violence comme quelque chose qui existe à l'extérieur en fait des institutions, à l'extérieur de l'État. Ce sont des acteurs qui viennent affronter l'autorité étatique. Sauf qu'en fait, en Amérique latine, et on a notamment du coup le cas de la Colombie, en fait, ces États sont des acteurs à part entière de la production de violence et de sa reproduction. Et par conséquent, en fait, on voit que les acteurs politiques
ont certains intérêts dans cette violence. Et de fait, du coup, ne travaillent pas forcément dans la réduction des inégalités, mais travaillent plutôt dans la construction de ces rapports de force et d'une certaine domination de la société par ce biais de la violence. David Copello? Oui, dans le cas argentin, je dirais que cette relation entre les frustrations sociales liées aux inégalités, à la perception de la corruption, ont joué un rôle très important dans le bousculement politique qui a eu lieu ces 2 dernières années dans le paysage politique argentin. Il est arrivé au pouvoir de ce Javier Milei qui a un profil quand même très particulier. Et ce qui est intéressant dans le cas argentin, et je pense que Pablo Stefanoni pourra en parler aussi, c'est qu'on a eu une forme de politisation populaire à l'extrême droite qui s'est produite en Argentine ces dernières années, qui fait que ce candidat Milei, très à droite, n'a pas été d'abord poussé par, disons, les classes supérieures. On le voit même géographiquement dans le vote pour Javier Milei. Il y a un vote très fort pour Milei dans les bidonvilles argentins. Ce qui témoigne du fait qu'il y a eu une frustration sociale qui a trouvé son exutoire, en tout cas partiellement, dans cette candidature a priori un tout petit peu surprenante, on va dire. Disons que les inégalités n'ont pas été politisées par la gauche dans ce contexte-là. La gauche a évidemment tenté de le faire, mais elle l'a moins bien réussi que Javier Milei, puisque c'est lui qui a gagné ces élections. Une réaction, Pablo Stefanoni, puis Camille Guaran? Oui, je pense que la sécurité publique explique la montée d'un discours de droite assez dur un peu partout. Et en même temps, je pense qu'il y a une remise en question des élites. Ça, c'est intéressant parce que l'Amérique latine, même s'il y a des particularités, n'échappe pas un peu à l'état d'esprit de l'Occident, même si c'est, comme disait Alain Roquier, l'extrême Occident. Et c'est important de connecter un peu l'état d'esprit de la région avec la remise en question des élites politiques et culturelles qui expliquent la montée d'une droite, disons, anti-système dans tout l'Occident. Et je pense qu'il y a la sensation en Amérique latine que les modèles libéral conservateurs et aussi les modèles, disons, populistes de gauche ont échoué. Alors, ça ouvre la porte à des partis plutôt des outsiders et une droite plus radicale qu'on la connaissait. Une droite tronçonneuse. Et la tronçonneuse, oui. Camille Guaran? Oui, merci. Je voudrais revenir sur le rapport entre la corruption et la montée des extrêmes droites. D'abord, pour dire qu'il n'y a absolument aucune spécificité latino-américaine sur cet enjeu et que il serait assez prudent de ne pas parler, je pense, de corruption endémique, comme s'il y avait une corruption spécifique aux pays du Sud, à l'heure où, comme nous le savons, Marine Le Pen vient d'être condamnée et où un ancien président est en cours de procès pour des corruptions qui vont même au-delà simplement de la corruption. En ce qui concerne donc la confiance des électorats d'Amérique latine, moi je dirais que de toute façon elle n'a jamais été complète et que comme ailleurs, la logique du tous pourris a toujours été présente. Alors ça s'est traduit par de grandes manifestations pour que tous s'en aillent. Que se vayan todos. Par exemple, voilà, que se vayan todos, par exemple en Argentine, puis ça a été repris par exemple en Équateur en 2004. Voilà, et donc ça se traduit effectivement par une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des élus, plus que vis-à-vis de la démocratie, à mon avis, vis-à-vis donc des corrompus en général. Les mobilisations anticorruption sont assez fortes, mais en général, elles sont quand même appuyées par des scandales médiatisés, par des médias qui cherchent justement à les utiliser pour appuyer les extrêmes droites. Voilà, et puis je vais être rapide, mais je voulais évoquer un autre facteur de montée des extrêmes droites et de défiance vis-à-vis du système, des systèmes représentatifs. C'est que y a une diffusion de conservatisme qui sont liés à la montée des droites religieuses. Derrière ça, en parallèle, il y a la fragilisation, le retrait politique du catholicisme progressiste. Je pense que c'est assez important. Et il me semble que cette droitisation religieuse peut être comparée à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé d'abord avec le Tea Party, puis le mouvement MAGA, qui s'appuie beaucoup sur l'association qu'on appelle BBB, Bible, Bœuf, Bal. Voilà. Merci beaucoup. À la fin des années 90, au début des années 2000, face aux inquiétudes démocratiques qui existaient déjà et qui étaient évoquées par David Copello au tout début de cette table ronde,
sont apparus dans de nombreux pays des dispositifs de démocratie participative dont on disait justement qu'ils pouvaient revivifier le sentiment démocratique dans les sociétés au-delà de la démocratie représentative traditionnelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette question de la démocratie participative? Alors je me tourne vers vous, Yoletti, puisque le Venezuela a été l'un des laboratoires, le Venezuela de Chavez dans les années 2000 a été l'un des laboratoires de cette démocratie participative, et finalement, on ne peut pas dire que la démocratie vénézuélienne en soit sortie aujourd'hui très revivifiée, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, bon, sans vouloir être trop jargonnante, je reviens sur une discussion en sciences politiques récente sur ce qu'on a appelé le participationnisme d'État. L'idée, en fait, qu'il y a une injonction à faire participer qui parfois va au-delà d'un véritable enjeu démocratique ou d'amélioration de la démocratie, mais qui est plutôt, en fait, un objet qui est là pour obéir à des normes internationales, en fait, de mise en place de l'action publique et obtenir parfois des financements, ou voire légitimer des décisions qui ont déjà été prises auparavant par des acteurs politiques classiques et au sein des bureaux, des bureaucraties institutionnelles classiques. Donc, en fait, tout ça pour dire que la démocratie participative, en fait, on l'étudie avec ses limites. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a été, pour beaucoup, montrée ou proposée comme un moyen de renouvellement de ces démocraties représentatives. Et elle a produit des effets importants, en fait, politisation, participation des classes populaires. Indéniablement, en fait, des choses se sont passées par le biais de ces programmes de participation. Mais, en fait, ça n'empêche pas de voir des limites qui sont structurelles et qui, comme disait Camille Warren tout à l'heure, ce n'est pas non plus spécifique à l'Amérique latine. C'est les limites de la démocratie participative. On le voit en France, en Europe, en fait, dans différents contextes en général. Pablo Stefanoni. Non, je pense que même s'il y a un affaiblissement de la démocratie participative, on doit regarder aussi la dynamique par le bas parce qu'il y a encore des mouvements sociaux assez puissants dans la région. Par exemple, dans le cas argentin, la manifestation de contestation plus forte au gouvernement Milei a été une manifestation organisée par les collectifs LGBT. Après ces discours à Davos, où il a comparé l'homosexualité avec la pédophilie et tout ça, il y a des mouvements de femmes très puissants encore dans la région. Dans beaucoup de pays, on a passé la loi de l'avortement. Alors, je pense que ça, c'est important aussi parce que ça peut montrer un dynamisme de la démocratie par le bas que je pense que est encore important, même si on ne parle pas trop maintenant des mouvements sociaux comme avant. Alors, Géopolitique est à la Maison de l'Amérique latine pour ce débat sur la crise du politique, crise démocratique, une émission co-animée par Olivier Compagnon et Marie-France Chatin. J'ai cette question qui vient peut-être pour prolonger ce débat depuis le début. Quelle est la place du religieux aujourd'hui dans cette crise ou en tout cas évolution de la démocratie en Amérique latine? Je ne sais pas qui peut me répondre. Silence de mort. Camille Guaran. Oui. Alors, pour mes recherches, je fais une enquête depuis 4 ans dans les bidonvilles de Rio auprès d'électeurs de Bolsonaro qui sont par ailleurs fidèles d'églises évangéliques. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des églises qui, un petit peu comme les églises catholiques du passé dans les campagnes françaises peut-être, sont des lieux de sociabilité très forts où donc progressivement les fidèles intériorisent un rapport très conservateur à la politique, mais aussi un rapport très, disons, conflictuel et très violent à la politique parce que les pentecôtismes diffusent une théologie qui est celle de la guerre spirituelle et avec une transposition notamment dans les prières, dans les sermons et dans les conversations entre fidèles de cette guerre spirituelle en combat politique. Et donc c'est un combat du bien contre le mal avec une vision qui démonise les oppositions. Donc, par exemple, les gens que je côtoie et que j'interroge m'expliquent qu'aujourd'hui, à Brasilia, au pouvoir, c'est Satan. Ce sont des démons. Et ils ne le disent pas pour rigoler, c'est vrai, ils le pensent vraiment. Et donc, ils sont plutôt dans des logiques où ils pensent résoudre le problème par les armes, en fait. Dans un contexte au Brésil, je le rappelle, où pour la première fois, dans la période
enfin depuis longtemps, disons, enfin depuis 5 siècles, pour dire les choses clairement, le catholicisme est devenu minoritaire. C'est-à-dire que les chiffres que nous avons ici, en 2025, nous disent que moins de 50% de la population brésilienne adhère au catholicisme, et ça traduit cette explosion des églises évangéliques qui est à l'œuvre depuis une 50aine d'années, mais qui ne se dément pas, et qui donc nous projette aussi, si on écoute ce que vient de nous dire Camille Guaran, vers un futur qui est certainement peu favorable pour la démocratie. Yoletti Vacho, vous vouliez intervenir là-dessus aussi? Oui, justement aussi sur la question des églises évangéliques et de cette religion en particulier, c'est qu'au Venezuela, le gouvernement Maduro, le pouvoir au Venezuela s'en est saisi. En fait, il a effectivement capté qu'il y a une évolution forte des églises évangéliques, notamment chez les classes populaires. Et du coup, en fait, on a vu le président Maduro dans des émissions télé, en fait, de la télé publique, se faire bénir en fait par les prières en fait des pasteurs évangéliques autour de lui. Mais en plus, c'est peut-être de manière plus anecdotique mais importante. À une époque, le chavisme faisait venir Manu Chao aux places centrales de Caracas pour faire des concerts. Désormais, le gouvernement Maduro fait venir des pasteurs de l'Afrique en fait pour faire des grandes messes en fait. Bon, c'est un autre nom certainement. En fait, au milieu de Caracas et faire de coup répondre à cet appel de la population. Pablo? Oui, ça c'est très intéressant, c'est très compliqué vraiment parce que ça dépend des pays, mais c'est vrai qu'il y a une montée généralisée de l'évangélisme, ces réseaux religieux. En même temps, c'est vrai qu'il y a des évangéliques partout, même dans les partis de centre-gauche, par exemple dans les PT brésiliens, dans les mouvements vers le socialisme en Bolivie, et Maduro, comme l'avait dit Yoletti, avec des alliances. Alors, il n'y a pas strictement, les sociologues de la religion montrent qu'il n'y a pas strictement un vote évangélique. Et il y a aussi des alliances entre les évangéliques et les catholiques conservateurs. Par exemple, si on voit la résistance contre la loi de l'avortement. Et finalement, ce qui est intéressant maintenant, c'est les sionismes chrétiens. Il y a un fort activisme des évangéliques en Amérique latine en faveur d'Israël. Et par exemple, au Guatemala et au Brésil, il y a une forte alliance entre les groupes évangéliques et Israël. Et ils sont même font partie d'une sorte de soft power israélien dans la région. Oui, ça me paraît important. Je rappelle juste, effectivement, tous les évangéliques ne votent pas vers l'extrême droite, mais aux dernières élections présidentielles brésiliennes, on a quand même un chiffre qui est assez clair. En gros, 75% des évangéliques ont voté Bolsonaro et 25% ont voté Lula. Oui. Je voudrais m'arrêter quand même. Alors, on est en train de dresser un tableau relativement pessimiste de l'état de la démocratie en Amérique latine. Et pourtant, on peut se demander quand même s'il n'y a pas quelques îlots qui démentent un petit peu tout cela. Alors, je pense par exemple, il ne vous a pas échappé que cette figure importante de l'histoire de la gauche latino-américaine, Pepe Mujica, est décédé très récemment. Je pense au cas de l'Uruguay, qui est un cas justement de politique qui semble relativement pacifiée, d'alternance qui se passe avec la plus grande courtoisie. Comment on peut expliquer alors cette exception uruguayenne? Dans le sillage des mots que vous venez de dire, on pourrait lancer l'hypothèse que c'est parce que c'est la société la plus sécularisée d'Amérique latine. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs, Pablo? Oui, peut-être. Bon, l'Uruguay, c'est un petit de 3 millions d'habitants qui a vraiment une tradition démocratique, institutionnelle très forte. C'était un peu exceptionnel dans la région, mais en même temps, l'Uruguay est un pays qui n'avait pas connu une vraie oligarchie. C'était assez démocratique. C'était assez institutionnel depuis le 19e siècle. 2 partis des 3 d'aujourd'hui sont partis qui ont né dans le 19e siècle. Et vraiment, c'est un peu l'exception. Et il y a les Frente Amplio de gauche qui rassemblent 30 groupes et partis. Ça, c'est peut-être impossible de trouver dans d'autres pays une expérience comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une transition, une sorte de politique très modérée, mais par la droite et par la gauche. C'est à la fois le pays, comme je le disais, le plus sécularisé d'Amérique latine, mais c'est aussi le moins inégalitaire d'Amérique latine. Et là, on retrouve une série d'arguments. Même s'il y a beaucoup de problèmes maintenant de sécurité publique, par exemple. Même si, effectivement, la question de la violence est en train de faire irruption dans l'agenda politique. Et les évangéliques aussi.
David Copello, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, sans être spécialiste de l'Uruguay, c'est sûr que tous les mots-clés qu'on a mobilisés depuis le début de l'émission, inégalité, système institutionnel, efficacité des services publics, etc., sur tous ces plans-là, l'Uruguay apparaît, ou en tout cas est perçu comme un contrepoint, un contre-modèle dans la région. Donc ça peut être une des explications de cette stabilité ou de cette santé démocratique actuelle. Cela dit, voilà, pour remettre un petit peu de pessimisme, on n'est jamais à l'abri d'être un peu étonné ou que des contradictions en apparaissent. Il y a une force politique d'extrême droite qui a commencé à émerger en Uruguay il y a quelques années, qui a eu des aléas, on va dire, qui n'est pas sur une trajectoire ascendante linéaire. Et par ailleurs, il y a à peine 3 ou 4 ans, je pense qu'on aurait inclus l'Argentine dans un paysage général de ces pays où il est inenvisageable que l'extrême droite revienne au pouvoir. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ne pas laisser une figure de l'exception uruguayenne ou même de l'exception chilienne qui serait quelque chose d'intemporel. C'est vrai en Amérique latine, mais c'est vrai aussi ce type de discours qu'on a pu tenir sur l'Argentine, on le tenait aussi sur l'Espagne ou le Portugal il y a 10 ou 15 ans. On a vu les résultats des élections au Portugal il y a une semaine où l'extrême droite fait quasiment jeu égal avec le Parti socialiste. Camille Guaran. Oui, alors je vais peut-être commencer par en rajouter un petit peu sur le pessimisme et puis après je vais passer du côté d'un tableau un petit peu plus gai. Il y a un point, une question dont qu'on n'a pas encore abordé qui me paraît importante pour comprendre le cadre général, c'est que dès les années 90, les élites politiques et de droite et de gauche se sont engagés dans la construction de modèles néolibéraux, ce qui donne aujourd'hui en fait des économies d'extraction très très prédatrices et éventuellement on pourra développer plus tard, mais donc on est sur un modèle où les électeurs, les citoyens, les citoyennes sont en situation parfois de domination extrêmement violente du fait de la présence des entreprises multinationales. Mais face à tout ça, je crois qu'il y a encore une vitalité très grande des résistances. Et je voudrais citer deux types de mouvements et de processus. D'une part, tous les mouvements féministes qui se sont constitués au niveau du continent depuis, disons, une dizaine d'années, qui se sont renforcés. Donc il y a le mouvement qu'on a appelé Ni Una Menos, qui est parti d'Argentine contre les féminicides, et c'est aussi un mouvement qui est assez fort au Mexique. Tout ce mouvement de mobilisation pour demander la dépénalisation de l'avortement, et qu'on a appelé la marée verte, parce que les femmes utilisent des petits fichus verts. Et puis, par ailleurs, il y a des mouvements de résistance très forts, par exemple, à la présence en milieu rural d'entreprises multinationales. Je voudrais signaler qu'en parallèle de la COP30 qui va avoir lieu au mois de novembre à Belém, donc dans l'état du Pará, donc à l'embouchure de l'Amazone, des mouvements sociaux qui avaient été à l'origine de l'altermondialisme sont en train d'organiser aussi un sommet des peuples qui montre que ils ne sont pas absents face donc notamment au négationnisme à propos du changement climatique. Merci Camille. On a évoqué de très nombreux pays. L'enjeu n'est pas de parler de toute l'Amérique latine, on ne peut pas en si peu de temps. Mais vous êtes la première à avoir prononcé le mot Mexique, qui n'est quand même pas un petit pays en Amérique latine. Quelques mots justement sur l'état de la démocratie au Mexique, Pablo? Bon, sur l'état de la démocratie, je ne sais pas, c'est assez compliqué le cas mexicain à cause de la violence endémique, mais en même temps, c'est vrai que c'est un cas de réussite d'une gauche, disons, assez conservatrice sur le plan sociétal, comme l'était Andrés Manuel López Obrador, mais qui a réussi à choisir une candidate qui a emporté l'élection et que maintenant, Claudia Sheinbaum a, selon les sondages, 80% de soutien parmi la population, bien sûr aidé par les discours anti-mexicains de Donald Trump et toute la politique trumpiste, mais il y a beaucoup de discussions au Mexique sur les mouvements Morena, les leadership
d'abord de López Obrador, les réformes sur les plans de la justice, mais en même temps, c'est un système assez stable. Et je pense que bon, c'est une démocratie qui a réussi à maintenir la stabilité dans un contexte très difficile avec Donald Trump à l'autre côté de la frontière. C'est pas n'importe quoi, ça. David Copello, vous vouliez réagir rapidement sur le Mexique? Oui, le Mexique, c'est un cas intéressant. Bon, évidemment, déjà, parce que tout récemment, une femme a été élue présidente du Mexique. Je crois que c'est pas une femme, j'allais dire justement, une femme juive dans un pays où la minorité juive est une minorité, bon, comme dans la plupart des pays, mais c'est quand même intéressant. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans la discussion actuelle sur le Mexique, c'est cette volonté du pouvoir en place de faire élire tous les juges du pays, comme un projet, disons, de participation démocratique, qui est vu de l'autre côté comme un projet justement dangereux pour la stabilité du système institutionnel et démocratique. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse face à cette question-là, mais je trouve que la question est intéressante. Est-ce que élire tous les juges, c'est démocratique ou pas? Et qu'est-ce que ça dit de ce qui va se passer au Mexique dans les prochaines années? Alors, la fin de cette émission s'approche et je voudrais vous redonner la parole à chacun très rapidement avec une question qui nous fait sortir un petit peu d'Amérique latine. Que nous disent l'ensemble des remarques que nous avons formulées sur en quoi ça nous renseigne sur l'état de la démocratie au-delà de l'Amérique latine? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Qu'est-ce que ça nous dit sur les évolutions politiques européennes qui parfois quand même renvoient des échos assez forts avec ce qu'on a pu dire ici? David? Alors moi, j'allais dire que quelque chose d'intéressant à mentionner dans des évolutions très récentes, c'est que l'Amérique latine, ça a toujours été un réservoir d'imaginaire politique pour un certain nombre de mouvements politiques, en Europe notamment, et plutôt à gauche, j'aurais tendance à dire. L'Amérique latine des années 60-70, c'est Che Guevara, Salvador Allende, etc. C'est des modèles pour la gauche dont on s'inspire ou dont on se revendique. Le sous-commandant Marcos dans les années 90. Exactement, et on pourrait en citer des dizaines d'autres, je pense. Aujourd'hui, quels sont les modèles qui circulent dans les cercles politiques européens? C'est la tronçonneuse. Et je crois que ça dit quelque chose peut-être de ce qui est en train de se passer en Europe en termes de basculement politique, davantage que sur l'Amérique latine en elle-même. Yoleti Bracho. Mais justement, puisqu'on voulait aussi mettre de positif, une des choses qui me semble encore voir, c'est aussi la circulation en fait des modèles de résistance en fait et des coopérations, des solidarités internationales entre les mouvements par le bas. On n'en a pas trop parlé, mais en fait les organisations syndicales, par exemple, en fait en Amérique latine, ont des relais forts en fait en Europe, et ces réseaux-là en fait se maintiennent et permettent, par exemple pour le cas vénézuélien aujourd'hui, de rendre compte en fait des attaques particulièrement vis-à-vis des classes populaires et des droits des travailleurs. Donc il me semble en fait important aussi de penser que cette habitude en fait de circulation d'idées entre l'Europe et l'Amérique latine de résistance est toujours présente. Pablo. Oui, je pense que la nouveauté, c'est qu'avant, l'Europe pouvait parler à l'Amérique latine avec une sorte de supériorité morale sur les plans de la démocratie. Maintenant, je pense qu'on partage un peu la même peur sur l'érosion démocratique un peu partout l'Occident. Et je pense que ça peut organiser un peu un rapport un peu différent que dans le passé. Camille Guaran. Oui, moi j'aurais envie d'insister sur le fait que si nous voulons collectivement préserver la vitalité des démocraties, il est important de préserver le maillage des sociétés, en particulier des quartiers populaires, des espaces ruraux, un maillage par des collectifs associatifs, mais parfois aussi partisans syndicaux, et surtout la présence des services publics. Merci Camille Loiran. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle et membre du CREDA, spécialiste du Brésil. Merci aussi à Yoleti Bracho, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon, spécialiste du Venezuela. David Copello, maître de conférences en sociologie politique à l'Institut catholique de Paris et chercheur au CREDA. Et Pablo Stefanoni, directeur en histoire et journaliste, rédacteur en chef de la revue Nueva Sociedad. Nous étions donc depuis la Maison de l'Amérique latine avec vous, Olivier Compagnon, et merci pour cette modération magnifique. Et je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Merci pour votre invitation. Université Sorbonne Nouvelle, c'était un plaisir et un modèle tout à fait original. Nous avons innové avec cette comodération et l'expérience m'incite à recommencer. Géopolitique était signé donc Olivier Compagnon et Marie-France Chatin. Mathias Golchani
et Alice Ménard à la réalisation. Vous êtes bien sur RFI. L'actualité se poursuit avec RFI Soir et tout de suite le journal.